Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Cyclisme Performance Academy. Je suis Maxime Frémaux et aujourd'hui je reçois Sébastien Ricciardi. Pour changer, on ne va pas parler entraînement, mais on va parler stratégie et aérodynamisme en contre-la-montre. Bonne écoute. Salut Sébastien, bienvenue sur le podcast Cyclisme Performance Academy. Donc aujourd'hui pour changer, on ne parle pas d'un entraîneur, on parle plutôt d'un ingénieur. Est-ce que tu peux te présenter et expliquer ce que tu fais dans ton métier? Bonjour Maxime, alors merci de me recevoir sur le podcast. Alors moi je m'appelle Sébastien Ricciardi, j'ai 40 ans et je suis physicien. Physicien ingénieur, j'ai évolué un peu plus récemment vers les métiers de la data science. Et donc moi je suis le référent scientifique des projets de recherche et développement à la direction de l'innovation du groupe Alten. Alten, c'est une boîte c'est ce qu'on appelle la maison de l'ingénieur, hein. C'est 50 000 personnes qui travaillent pour les grands comptes de l'industrie. Et plus spécifiquement, à la direction de l'innovation, on a 250 personnes qui travaillent en permanence sur des projets de R&D, dont mon équipe qui comprend à peu près 25 personnes qui travaillent autour des sujets du sport. Et donc en fait, moi, je vais être la personne qui va être très utile lorsqu'on veut combiner la science, la technique et l'aspect terrain, donc dans divers domaines. Donc là, dans le domaine qui nous intéresse du cyclisme, mais pas que. Moi, dans ma carrière, donc j'ai bossé 12 ans chez Airbus pour le compte de différentes sociétés et j'ai toujours été la personne qu'on venait voir quand il y avait des problèmes métiers à résoudre via la science ou la technique. Ouais, donc du coup, tu as vraiment au départ un background ultra scientifique, ingénierie, et t'as rien du tout à voir avec le monde du sport. Alors, effectivement, moi je suis diplômé de l'INSA de Toulouse. J'ai fait de la recherche et développement en Suède, en Angleterre, en Espagne. Mon truc, moi, c'était la simulation numérique. Donc, j'ai travaillé sur des lasers de 4 micromètres de long. J'ai aussi travaillé sur les technologies de l'hydrogène. Et alors effectivement, pourquoi le sport? Bah, parce que j'en fais beaucoup, hein. Donc moi j'ai eu un très bon niveau en arts martiaux artistiques il y a longtemps, mais depuis une dizaine d'années je fais du triathlon. Et du coup, lorsque la direction de l'innovation s'est créée, ça m'a semblé particulièrement intéressant d'utiliser toutes les technologies en fait qu'on utilise dans le monde de l'aéronautique en ce qui me concerne, hein, au bénéfice des athlètes de haut niveau. Et donc ça a un petit peu démarré comme ça. Ouais, d'où le rapprochement vélo, cyclisme avec le côté aéronautique sur la partie aéro où on peut en parler pendant des heures. On peut en parler pendant des heures. D'ailleurs, je pense qu'on va en parler pendant Bon, on va se des limiter heures. sur la durée parce que sinon ça va faire un podcast très long, il faudra le découper en plusieurs parties. Ouais, donc du coup, première grande question pour bien attaquer le vif du sujet, comment la partie scientifique et ingénierie apporte au cyclisme à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que tu vois vraiment une sorte de révolution ou c'est tout nouveau et il y a encore énormément à faire? Alors, je dirais pas que c'est une révolution, je dirais que c'est une évolution qui a commencé avec l'apparition des capteurs de puissance, qui est un outil extrêmement utile pour l'entraînement, mais qui l'est encore plus pour les physiciens, parce que pour la première fois, on est capable de mesurer la force qui est appliquée sur les pédales. Et donc, par rapport à ça, ça nous ouvre finalement tout un monde de possibilités. Alors, nous, à la direction de l'innovation chez Sport Science, on considère qu'il y a 4 piliers de la performance. Le premier, vous le connaissez tous beaucoup mieux que nous, c'est l'entraînement. Il y a, vous avez passé sur le podcast un certain nombre d'entraîneurs réputés qui maîtrisent très bien ces sujets-là. Mais pour nous, c'est qu'un des piliers de la réussite. Les autres piliers sont évidemment l'aérodynamisme. Et déjà, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ensuite, la stratégie. Les cyclistes sur route connaissent l'art de se cacher du vent dans un peloton. Et dans un contre-la-montre, il y a aussi des choses à faire et c'est peut-être beaucoup moins connu.
Et enfin, donc ça, c'est tout ce qui est finalement en préparation de la compétition. Et une fois que la compétition est passée, eh ben, il faut analyser qu'est-ce qui a été fait. Donc finalement, j'ai travaillé pour avoir un plan optimum, mais en pratique, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai effectivement le même coefficient aérodynamique que j'ai travaillé en soufflerie? Spoiler alerte, souvent c'est pas le cas. Est-ce que j'ai géré mon effort d'une part comme je voulais le faire, hein, et d'autre part comme, pas, comme je pouvais le faire? Donc les capteurs de puissance nous apportent beaucoup d'informations et quand on les combine en fait avec tout ce qui est GPS, météo, on peut faire des choses très intéressantes. Ouais, donc c'est hyper intéressant. Et au final, on va dire, il y a un avant, pendant et après l'effort. Du coup, le avant, Absolument. c'est tout ce que tu peux mettre en place bien avant la compétition, travailler ta position aéro, travailler le choix de ton matériel pour que ça soit optimal le jour J. Le pendant, quelle stratégie tu vas mettre en place et le pourquoi du comment tu fais ça, à quel moment. Et le Et après, pédaler, c'est plutôt le retour. Oui, pédaler, ouais, c'est obligatoire. Et le retour, on va dire, c'est plus qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ma stratégie. Est-ce qu'au final, la prochaine fois, je dois remettre des choses en place ou qu'est-ce qu'on doit améliorer. Parce qu'au final, je pense que c'est un peu des algorithmes, on essaye de faire du prévisionnel. Et du coup, toi, derrière, tu t'échanges avec l'athlète pour réajuster tout ça, du coup. Bon, après, on va revenir un peu plus dans les il y détails. a un vrai sujet de communication avec l'athlète pour faire le lien entre les chiffres et les sensations. Ouais, ça c'est, ouais, Parce je que pense, tu vois, c'est ce que je dis à tous mes athlètes que j'entraîne au final. Aujourd'hui, on a des capteurs un peu pour tout, on a les capteurs on a les montres, etc., qui monitorent ta fréquence cardiaque au quotidien, etc. Mais on n'a pas encore de puce neuronale, même si Elon Musk est dessus. Mais au final, on ne peut pas encore savoir clairement ce que l'athlète ressent, ni dans sa tête, ni ce qu'il pense, ni dans ses jambes. Donc si on n'a pas ce retour-là, on a beau faire ce qu'on veut, c'est quand même un point essentiel. et il y a aussi un aspect qui est crucial dans le sens où le cyclisme est un monde empreint de tradition. Et il y a des traditions qui sont parfaitement justifiées et d'autres qui le sont moins. Et il y a un vrai enjeu sur la capacité à faire le tri entre le mythe et la réalité. Ouais, mais ça, c'est oui, le monde du cyclisme a beaucoup de on m'a dit, il faut faire, ça fait des années qu'on fait, on a un petit peu de mal à, je dirais pas au changement, mais à évoluer, à faire bouger les pratiques. Parce qu'au final, aujourd'hui, on parle du capteur de puissance, mais il y a 10 ans, c'était encore limite, fallait pas prendre ça. Il y a encore les débats, est-ce que le capteur doit être obligatoire en compétition ou est-ce qu'on devrait l'interdire? Alors que aujourd'hui, tu prends une voiture, tout le monde a le Bluetooth, tout le monde a le GPS intégré et tout le monde fait avec, alors que c'est une évolution. Faut juste évoluer avec les moyens qu'on a actuellement. On a des plateformes, etc., qui permettent de tout analyser. Faut juste savoir prendre du recul et savoir ce que l'outil mesure pour pouvoir l'utiliser. Si c'est juste pour avoir plein de data et des courbes dans tous les sens, mais elles ne sont pas pertinentes, on ne sait pas quoi elles représentent, c'est un petit peu compliqué pour l'analyse. Absolument. Le capteur de puissance, enfin, voilà, c'est vraiment l'exemple parfait, hein. Ils sont disponibles depuis 20 ans, mais finalement, l'utilisation et la démocratisation de l'utilisation des données, c'est un peu plus récent que ça. Ouais, tu vois, moi, mon premier capteur, un capteur SRM filaire 2011. Par contre, démocratisation auprès des athlètes, ouais, je dirais avant le Covid, on en avait un petit peu. Mais depuis le Covid, avec les home trainers connectés, etc., les Mmh, pédales à Sioma aussi, qui aident, les un pédales à rapport Sioma, ouais, qualité-prix absolument. excellentissime, ce qui fait que les gens franchissent le pas, parce que c'est sûr, un pédalier SRM à 1500, 2000 euros, c'est un petit peu un frein financier. Alors que là, une paire de pédales à 600 euros, une plateforme comme Nolio qui coûte pas grand-chose par mois pour l'athlète, bah, du coup, ou qui est gratuite principalement pour des fonctions de base, bah, au final, ça tend à se démocratiser. Plus après Strava, qui est la course aux données ou montrer aux autres comment on roule, bon, bah, voilà, ça fait que on en arrive là aujourd'hui. Donc du coup, si tu veux, on va attaquer la partie aérodynamisme. Et je pense que ton passé avec Airbus a dû bien aider au début pour retravailler et déjà d'avoir des idées un petit peu tranchées sur ce qu'on peut faire en cyclisme. Et voilà, j'avais une question, tu pourras en venir par la suite, mais c'était toi, comment tu définis l'aéro et comment tu l'évalues pour un athlète? Est-ce que tu fais du terrain? Est-ce que tu fais de la soufflerie? Est-ce que tu fais de la CFD, donc le scan 3D? J'avais eu la chance de pouvoir faire
En 2017, lors de mon stage de Master 2, j'avais pu scanner en 3D Anthony Coste qui travaille avec toi, D'accord, donc tu connais avec très Georges aussi. probablement voilà, Georges Soto Romero, qui est notre partenaire chez Sport Science, donc via le LAS CNRS. Effectivement, ça a commencé comme ça. Alors, moi, j'étais pas encore présent à cette époque-là. Alors, la question que tu me poses, c'est est-ce qu'on fait de la CFD, est-ce qu'on fait du terrain, est-ce qu'on fait de la soufflerie? Réponse, les trois. Pourquoi? En réalité, on est obligé si on veut pouvoir gratter tous les aspects de l'aérodynamisme. Alors juste un petit récapitulatif. La force aérodynamique, elle est proportionnelle au carré de la puissance et la puissance... Pardon, je la refais. La puissance aérodynamique qu'un cycliste doit fournir pour vaincre la résistance à l'air est proportionnelle au cube de la vitesse. Donc, c'est juste, ça représente 90% des forces résistives sur un cycliste dès que tu commences à être à 40 km/h. Autrement dit, tu peux juste pas. C'est la résistance principale. Un Voilà. cycliste, dès qu'il pédale et qu'il roule vite, ce qu'il doit battre en premier, c'est sa résistance aérodynamique. Voilà. Si je fais ça avec des chiffres, si tu roules à 300 watts avec un coefficient aérodynamique de 0,3, tu iras à la même vitesse sur du plat que si tu roules à 200 watts avec un coefficient aérodynamique de 0,2. D'où l'importance d'être aéro et de travailler son aéro. Et on passe des années à pouvoir passer de 200 à 300 watts, hein, ou de 300 watts à 400 watts, peu importe. Et on passe clairement pas des années à essayer de passer de 0,3 à 0,2 en termes de coefficient aérodynamique. Ouais, t'as déjà vu où sur une session, tu travailles la position, tu peux basculer de 0,3 à 0,2 ou te tendre vers 0,2 en faisant juste quelques changements. Alors, peut-être pas. Par contre, tu peux passer de 0,23 à 0,2 ou de 0,2 à 0,18. Enfin voilà, on parle de 10-15%. Oui, ouais, contrairement à l'entraînement où il faut. Combien de temps il te faut pour gagner 10 à 15% de puissance en entraînement? Ouais, sur un athlète de haut niveau, ouais, c'est un peu plus compliqué. Alors que la position, au final, s'il est posé pas très aéro et que tu améliores cette aéro, au final, en gain de temps et de perf, c'est beaucoup plus important. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que donc tu parlais de ce travail de la puissance, mais en fait, personne sait vraiment quel est le coefficient aéro de chaque coureur. Alors nous, on commence à le savoir. Et la Fédération française de cyclisme, Emmanuel Brunet, que tu connais très bien, lui, il le sait très bien. Mais ça reste finalement des choses qu'on ne sait pas trop. En tout cas, par rapport aux concurrents. Parce que Et tu penses ou tu es certain que dans d'autres pays, la partie aéro et questionnement aéro est beaucoup plus approfondie que nous actuellement en France? alors, les Anglais et les Hollandais sont quand même Ok, bien ouais. sensibilisés à ça depuis longtemps. Je ne sais pas dans quelle mesure Je les me doutais un auditeurs petit peu de ta réponse et comprennent l'anglais, mais je vous invite à regarder certaines vidéos sur GCN où en fait ce que nous on considère comme de la connaissance professionnelle, en fait ils le partagent assez librement, quoi. ok, Une vidéo en ouais, donc particulier où enfin, Oliver Bridgewood là, de GCN, il a tout, enfin, voilà, il a tout compris, quoi. Et donc si lui il a tout compris, on peut imaginer qu'Ineos ils ont tout compris aussi. ok, ouais, puis Jumbo Visma pareil avec voilà, avec Voilà. Blocken qui travaille beaucoup sur l'aéro. Exactement, Bert Blocken, qui est le pionnier sur tout ce qui est travaux aérodynamiques du cyclisme, voilà, travaille avec Jumbo Visma depuis un certain temps aussi. Ouais. Donc ouais, t'as pas le choix du coup, si on revient à notre sujet de base, t'as pas le choix, ou toi tu dis qu'il faut combiner du scan 3D, de la soufflerie, de l'évaluation aéro sur le terrain pour pouvoir travailler. Et donc Oui. du coup, Alors, est-ce que toi tu as une méthode qui est plus précise qu'une autre, ou au final c'est juste chaque méthode est intéressante pour une thématique particulière?
Alors juste, je voudrais préciser que c'est pas ma méthode spécifiquement, c'est la méthode qui est utilisée par l'équipe, hein, par nos ingénieurs. Hein. Donc Anthony Coste, dont tu as parlé, hein, qui travaille avec nous chez Sport Science. Donc Anthony Coste, ancien recordman de France de l'Ironman, hein, qui est pilote d'innovation chez Sport Science. Mais aussi les autres personnes de l'équipe, Lucas, Yann, Sébastien et les autres. Donc, alors, le scan 3D, super important parce qu'en fait, ça donne les pistes d'amélioration. Une des choses qu'on fait, effectivement, donc on scanne l'athlète en 3D et on a une banque de données de casques. Et en fait, on vient poser virtuellement chaque casque du marché sur la tête de l'athlète et en fait, finalement, ça donne des orientations. Est-ce que ce casque-là, il a du potentiel sur tel athlète ou pas? On peut imaginer que, enfin voilà, c'est un peu la haute couture du matériel. On a un exemple d'un athlète qui est quand même champion du monde de cyclisme sur piste, qui a un partenariat avec une certaine marque de casque, où quand on fait les simulations, eh ben, un peu comme sur une aile d'avion où tu vois que le flux qui décroche, bah, tu vois que le flux il décroche sur son dos, et que si tu lui mets un autre casque, bah, le flux décroche pas et il gagne 1,5% en aérodynamisme. Et pour cet athlète, 1,5% sur les dernières compétitions, bah, ça fait passer de 8e à 2e. Ouais, oui, donc du coup, d'où l'importance. Et est-ce qu'au final, faire du scan 3D, ça prend énormément de temps? Et côté aussi financier, c'est pas accessible à tout le monde. Autant on parlait du capteur de puissance qui se démocratise facilement avec la Sioma, autant faire du scan 3D, c'est pas à la portée de tout le monde pour le moment. Moi, je me Alors là, souviens, on s'adresse clairement à l'élite nationale. Parce ouais, donc du qu'effectivement, coup, ça prend du pour un temps. athlète lambda qui, c'est pas la priorité d'aller faire du scan 3D, déjà travailler sa position différemment. Le scan 3D, c'est vraiment les gains marginaux. Passer de 8e à 2e, est-ce un gain marginal? Je Ouais, oui, laisserai. c'est On philosophique pourra en après, du coup, c'est. débattre. Alors, le scan 3D et la CFD, ça donne des orientations. Après, de toute façon, il faut valider ça en soufflerie. Parce qu'il y a des effets qu'on capture très bien avec les simulations aérodynamiques. Il y a des effets sur lesquels les modèles ne fonctionnent pas, tout simplement parce qu'ils ils ne peuvent pas fonctionner, et en particulier tout ce qui est rugosité. Donc, Ouais, le choix du textile, etc. voilà, qui est ultra important. Là, on parle pas de 1,5%, là, on peut potentiellement parler de 3, 4, 5, 6%. Donc ça doit être validé en soufflerie. Mais une séance de soufflerie, ça coûte cher aussi, et tout ce qui est scan 3D, ça permet de la préparer. Ouais, Pour la, ça t'évite d'arriver avec tes 20 casques que tu as à disposition et de passer ou que tu n'as pas. l'athlète. Ouais, ouais, déjà oui, pas forcément. Et ça évite que l'athlète fasse 20 enregistrements avec 20 casques différents. Là, tu te dis, bon, bah, j'en ai deux ou trois et on vérifie si ce qu'on a estimé avec la CFD colle avec l'athlète en question. Voilà. T'as un gain de temps, Euh, côté financier aussi en soufflerie, tu passes moins de temps. Exactement. Et Ok, on sait tous le calendrier démentiel qu'ont les athlètes World Tour. Euh, Ils peuvent pas passer, ils sont pas ouais, c'est gain de disponibles. temps pour tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est pour l'élite nationale, les équipes World Tour, voire continentales. Pour l'athlète un peu plus amateur, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement des tests terrain. Alors il y a des protocoles hein, qu'on pratique, hein, parce que c'est finalement un trépied, hein, soufflerie, CFD et test terrain. Donc voilà, il y a des protocoles qui permettent de mesurer son coefficient aérodynamique, qui sont qu'on peut faire pour virtuellement 0 euros. Hein. Il y a juste quelques conditions à remplir, à savoir avoir un capteur de puissance, s'assurer qu'il n'y ait pas trop de vent, et on peut d'une part mesurer son coefficient aérodynamique précisément, mais surtout, et c'est ça qui est le plus intéressant, après on fait les modifications et on regarde si c'est mieux ou si c'est moins bien. Et ça, c'est la troisième branche du trépied sur laquelle on travaille.
Et toi, si tu as des conseils à donner sur comment devenir plus aéro, c'est quoi les astuces les plus faciles et simples à mettre en place que tu remarques en fait qui sont pas forcément mis en place? Euh, alors, le classique baisse la tête fonctionne déjà. Ouais. Ça, Ouais, plutôt rentre la tête même, pas baisse la tête, mais rentre la tête. Alors, baisse la tête et essaie que la pointe de ton casque touche ton dos. Ouais, parce que si tu baisses la tête et que tu relèves la pointe, bah là au final ça fait Il y a des phénomènes de circulation d'air, de recirculation d'air à l'arrière de la nuque qui jouent un rôle assez important en aérodynamique. Donc, t'assurer que ta tête, en fait, tête plus casque, fasse un seul bloc avec le dos, c'est quelque chose d'important. Et puis l'autre facteur prépondérant, c'est vraiment la combinaison. Il d'accord, faut que la ouais. combinaison elle soit faite sur mesure. Il y Ouais, a, qu'elle fit bien déjà. Au-delà de parler et- du textile, qu'elle fit super bien. ouais, il y a des fabricants qui font ça très bien. Ça fait vraiment une différence importante. À titre personnel, entre ma combinaison de club en triathlon et la combinaison faite sur mesure, c'est 6%. Ouais. Ouais, donc du coup au final, sans avoir de progression en termes de watts, t'as une progression en termes de performance juste en changeant ta Mm. combinaison. Ou dans mon cas, suite à la naissance de mon deuxième enfant, j'ai eu une diminution de 6% en watts, mais pas en vitesse. Ok, ouais. Donc du coup, t'as compensé grâce à cette J'ai combinaison. j'ai maintenu l'illusion, on va dire. Ok, ouais. Donc oui, d'où l'importance au final aujourd'hui de, ok, l'entraînement c'est bien, d'être hyper carré, d'être hyper entraîné, mais à côté, il faut que le matériel soit optimal, la position soit optimale, l'aéro soit optimal, et on va en venir à la deuxième thématique, la gestion de l'effort. La gestion de l'effort, tout à fait. Alors, Parce que je sais que ouais, tu travailles avec Audrey Cordon-Rago, j'avais vu une de tes présentations sur la partie aéro et ce que tu avais pu apporter, et moi ça m'avait fait halluciner parce que tu avais découpé, vous avez découpé, pardon, mais le chrono en je ne sais plus combien de portions avec des stratégies pour chaque portion. 22, si en général, ça tourne autour de ce chiffre-là. Alors que Ça dépend évidemment du parcours. traditionnellement on dit gestion de l'effort, faut être lisse, faut être le plus lisse possible. Et oui, ça c'est ce qu'on apprend aux jeunes quand ils font le test de 20 minutes au lycée. C'est aussi ce qui s'apprend dans les écoles de cyclisme, de ce que j'ai pu entendre. C'est vrai, c'est un bon premier niveau d'approximation, hein, parce que le but de cette consigne, c'est avant tout d'éviter d'exploser. Oui, on évite Euh, l'implosion, ouais. ouais. Mais ce n'est que rigoureusement vrai s'il y a deux hypothèses qui sont remplies, c'est-à-dire que ce soit plat et qu'il n'y ait pas de vent. Donc quand tu as 16 ans, que tu fais des tours autour d'une piste de 400 mètres, c'est très bien. Mais quand tu fais un contre-la-montre en vélo, bah, je sais pas combien de fois tu te retrouves sur un circuit plat sans vent, à part dans un vélodrome. Ouais, parce que tu vois, même moi, à côté de chez moi, j'ai un vélodrome de 404 mètres en extérieur, mais il est Mhm. exposé au vent. Et en fait, t'as toujours Oui. une ligne droite, vent dans le dos, Mhm. et l'autre ligne droite, elle est vent de face. Mhm. Et là, tu vois clairement, vent dans le Mhm. dos, ça roule vite, et vent de face, ça s'écrase. Voilà. Et en fait, toute la subtilité, c'est que quand tu fais le bilan des forces, hein, au sens physique, hein, Newton, mais en fait, c'est pas des équations qui sont linéaires. Donc on l'a dit, hein, la puissance à fournir, elle est proportionnelle au cube de la vitesse. C'est-à-dire que si tu veux aller 2 fois plus vite, il faut mettre 8 fois plus de force sur tes pédales, de puissance sur tes pédales. Et donc, il y a plusieurs forces qui jouent, hein. Donc la force aérodynamique est la principale, mais tu as la gravité, tu as le frottement des pneus, et en fait, tout l'exercice en fait consiste à faire l'équilibre entre ces trois forces-là, et de dire, bah, pour une quantité d'énergie donnée, bah, à ce moment-là, il faut mettre un petit peu plus, et à ce moment-là, il faut mettre un petit peu moins. Et on parle, selon les parcours, de entre 0,5 et 1 seconde par kilomètre de différence. Ok, ouais, donc plus le parcours va être long, plus au final, tu peux aller gratter des secondes juste en Et, optimisant ta stratégie. et plus il va être pénible aussi. Et l'exemple Oui, ouais. parfait, championnat de France de contre-la-montre l'année dernière,
ça a été un enfer pour beaucoup. Ouais, ou les gars, dans la dernière bosse. Mais alors, c'était pire que ça, en fait, parce que déjà, c'était pas une boucle, et il y avait départ vent de dos, Ouais. et première partie quasiment plate. Et le Sur final un deuxième peu plus partie, difficile, ouais. une petite bosse, une deuxième bosse un peu plus grosse, une troisième bosse un peu plus grosse, une quatrième qui est une vraie montée, et une cinquième qui est un vrai cauchemar. Et donc, on a bien vu lesquels ont bien géré leur effort et lesquels n'ont pas bien géré. D'ailleurs, on a fait l'analyse par équipe sur le chrono homme. Et alors, on a étudié 3 équipes, hein, et bon, il y en a 2 qui ont bien géré, il y en a une qui a pas très bien géré. Voilà, il y en a une des deux, il y en a une des deux, on sait pourquoi. Ouais, donc ta stratégie ou ta gestion de l'effort, elle va être influencée par un, l'état de la route, 2, le gradient, s'il y a de la pente ou non, et le sens du vent. Et aussi, donc, du Oui. coup, sens du vent, on va aussi parler de est-ce que tu peux être abrité ou non. Je pense le sens du vent, si tu as des portions qui t'abritent vraiment, là, il est négligeable. Par contre, C'est tu un paramètre qu'on reviens, prend en compte, ouais. t'arrives sur un plateau où tu es à découvert avec un vent de côté, bon, bah là, c'est pas négligeable. Et d'ailleurs, il y a un vrai enjeu sur être capable de faire la différence entre le vent météo et le vent local. Ouais, oui, parce qu'on dit toujours à des moments, oui, la météo, c'est une météo particulière, différente, on a toujours du vent qui est là, alors que tu vas à 3 kilomètres plus loin, il n'y a plus de vent. C'est ça. La Ou météo, elle va les te effets dire il y a aussi 10, avec 10 km. les effets courants d'air, parce que tu as des habitations qui fait que le vent s'engouffre là, et au final, on te dit vent du nord, et c'est un vent d'est qui arrive juste à cette portion-là. Et ça, du coup, tu peux pas le faire en distanciel. Tu peux pas le faire à distance depuis chez toi ou depuis ton bureau, te Alors dire, moi, bon je bah, peux pas, mais il y a des gens qui sont sur place. Les coachs, ils sont sur place. Il y ouais, a donc ça, oui, tu le les fais athlètes, ils font des recos. la veille ou Donc, l'avant-veille, ouais. évidemment, c'est mieux si on est sur place, hein. On a déjà été sur place, hein. Notamment, on était au championnat d'Europe en 2022 à Munich, où bah, on a vu exactement les phénomènes que tu décris. Parce que d'une part, il y avait alors je crois que c'était du maïs là, qui était 1 mètre de haut, et en fait, tu roulais sur la droite de la route. Quand tu prends le vent, en fait, tu avais un petit peu moins de vent que si tu roulais à gauche de la route. Alors que traditionnellement, on aurait dit de se coller le plus à gauche pour être le plus proche du champ de maïs pour pas prendre le vent. Non, justement. Ok, Euh, Justement, il y avait cet effet-là, et on a été capable de le mesurer. Et puis l'intérêt d'être sur place aussi, c'est que bah, tu fais tes modèles, et puis la météo, elle dit, bon ben voilà, va y avoir 10 km/h vent d'est, et puis t'as Kevin Vauquelin qui s'échauffe, et tu regardes, tu fais, mais en fait, il n'y a pas de vent là. ouais, donc du coup d'être sur place, Et ça te donc, permet de, hop, de réajuster. Ouais. t'as 10 minutes pour ajuster le plan. Au final, on voit qu'on arrive à prédire ou faire des stratégies pour les cyclistes, mais on n'arrive pas vraiment, encore aujourd'hui, à prédire la météo et de se dire, bon bah voilà, dans 10 minutes, il y aura du vent ou non. C'est des phénomènes qui fait que le vent même peut se lever pendant le chrono. Et comment tu fais en plein chrono pour réajuster, à tout remodifier. Alors je pense avec les Garmin c'est bien où on peut avoir des portions et donner des gaps ou avec l'écouteur, avec l'oreillette pardon, ça peut être pas mal pour réajuster. Mais ouais, au final moi c'est ça qui me fait un petit peu halluciner, c'est sur la gestion de l'effort, de se dire que ouais, tu découpes en 32 ou 20 portions. Là, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci. Et toi, tu fais un peu, à mon avis, tu fais plein de modèles et tu te dis, bon bah voilà, c'est celui-là le mieux par rapport à tes capacités aujourd'hui pour faire la meilleure perf possible. On fournit 3 jours avant la course 25 scénarios. Ok, ouais, donc oui. L'idée étant de rendre les équipes plus autonomes. Ouais, Après, s'il y a des scénarios enfin, on regarde toujours la météo le matin même, hein, et s'il y a besoin, on fait une mise à jour. Mais on fournit 25 scénarios, d'une part pour qu'ils soient autonomes, mais aussi pour que mentalement, ils puissent se projeter sur l'effort. Et ils soient pas surpris. Ils soient pas surprises finalement si 1 heure avant on leur dit ah ben en fait le vent il a changé, il faut que tu fasses complètement autre chose. Enfin voilà, un ouais, cycliste du coup, il avec a quand même besoin d'être concentré, et de pas être perturbé, et bon, enfin voilà, oui, avec tes 25 il faut scénarios, qu'il sache que bon ok, il peut se passer ce que tu veux, t'inquiète pas, on est là, ça va se passer.
Ouais, avec tes 25 scénarios, du coup, en fait, tu fais un petit peu du scénario catastrophe jusqu'au scénario optimal. Et voici, si on a tant de vent, tu peux partir sur tel type de scénario ou tel type. Si le vent se baisse, on va partir là-dessus. Au moins, l'athlète, déjà Mm. 3 jours avant, il a un peu toutes les possibilités, toutes les cartes en main, et Ouais. il sait que en fonction du jour J, bah, dans tous les cas, on va être restreint parce que bah, la météo, etc. Est-ce que même pour toi, la qualité de la route, on entend toujours, évidemment, il y a des billards, ça roule super bien, et à côté de la route gravillonnée qui rend pas. Est-ce que pour toi, ça a vraiment un impact aussi, ça, ou c'est négligeable comparé Ça, à tout le ça, en reste? a- ça, Ok, en a je dirais pas que c'est le plus important. Le plus important, ça reste évidemment le vent et la pente, mais effectivement, la qualité de la route, ça a une influence indirecte parce que qui dit qualité de route dit vitesse, enfin, qualité différente de route, vitesse différente, et du coup force aérodynamique différente. ok, ouais. Et on le voit d'ailleurs, quand on fait les comparaisons entre le réel et le prévu, souvent quand on a 3-4 km/h d'écart, c'est qu'il y a une route qui était meilleure que ce qu'on pensait ou moins bonne que ce qu'on pensait. Ok, ouais. Par contre, à côté de ça, sur tout le reste, au final, tu arrives à être assez fiable et assez pertinent pour que ça colle super bien avec l'athlète. En général, sur des chronos de 30-40 minutes, on a 30 secondes d'écart entre la prévision et le réalisé. Ok, ouais, donc du coup, en sachant que la route peut influencer, l'athlète aussi, s'il freine un peu trop dans un virage, etc., bah, ça peut faire vite 3-4 S'il lève secondes, la la tête relance. pendant un certain temps, s'il y a de la dégradation de position, si le vent il est à 12 km/h au lieu d'être à 10, Ouais, donc au final, on 30 considère secondes, que on peut pas faire mieux, quoi, en fait. 30 secondes, c'est déjà de la haute précision. Parce que tu as tellement d'aléas qui Euh, font que, c'est de l'ordre de 1% sur une épreuve en extérieur, c'est pas mal. qui est plutôt pas mal, ouais. Mm. Et ouais, donc du coup, si on résume un peu la stratégie de gestion de l'effort, on part pas lisse, on essaye de, par rapport au terrain, je pense, dans les montées, on met un peu plus de watts, dans les descentes, on en met moins, mais on essaye de garder par rapport à un peu peut-être la puissance normalisée, de se dire, bon bah voilà, dans les parties difficiles, j'en mets un peu plus, dans les parties faciles, j'en mets un peu moins, au lieu de se dire, bah en fait, je maintiens par exemple mon 300 watts en montée en descente. Non, J'utilise le terrain pour... il faut connaître son profil de puissance record. Tu sais que tu peux ouais. faire 300 watts sur 40 minutes, donc ça va être ta puissance normalisée. Ouais, par rapport... Ça, tu Et pars du coup... après, tu tu- t'autorises à dévier autour de ces 300 watts Alors, bon, là, c'est là qu'intervient un petit peu la recette, hein, mais est-ce que c'est 5%, est-ce que c'est 10%, est-ce que c'est 20%? Et tout va coller aussi en fonction des capacités de la tête. Alors, de ses capacités, peut-être plus de son profil d'ailleurs. Si on compare donc une Marie Lenette qui est une pistarde, qui aime bien et qui peut envoyer beaucoup pendant des périodes assez courtes, on va pas lui faire la même chose qu'à une Audrey Cordon-Rago par exemple. Ouais, t'en as une qui va vouloir beaucoup plus lisser, et l'autre qui peut se permettre d'avoir pas des gros changements d'intensité, mais peut se permettre de monter haut et redescendre un peu plus bas et être capable d'enchaîner en fait des montées descentes, alors que l'autre à côté va essayer d'être le plus lisse parce que peut-être avec l'âge aussi, mais t'as aussi le fait qu'elle est plus sur le côté gestion de l'effort et effort long, alors qu'il y en a une, elle Après, est plus. il y a un optimum mathématique. Mais c'est ce qu'on disait, c'est que il y a les mathématiques d'un côté et il y a l'athlète de l'autre. Ouais. Oui, oui, du coup, en fonction des capacités de chacun, On etc. préconise pas forcément la solution mathématiquement la meilleure. Donc Ok, on s'autorise à peut-être sacrifier 1 ou 2 secondes parce qu'on pense et que l'entraîneur pense que pour l'athlète c'est ce qu'il y a de mieux. ok. Et donc, du coup, si on bascule, on fait la comparaison, un chrono de 40 minutes et un Ironman d'Anthony Coste, tu n'auras pas du tout la même stratégie de gestion de l'effort aussi. Parce qu'on n'est pas sur Ah les mêmes ben on n'est choses. pas, c'est ouais. Et puis Anthony a un autre aspect à gérer qui est tout ce qui est stock de glycogène, hein, Ouais. qui est absolument critique pour lui. Et ça, toi, Euh, vous l'avez modélisé aussi, ça, du coup, ouais, on la a gestion des glucides? avec les tests que tu fais sur le masque là, Ouais, oui, c'est des oui. informations Utilisation des dont on graisses, utilisation dispose des glucides. exactement. Ouais. Ouais, Donc donc c'est lui, pas tout aujourd'hui. à fait le même paradigme hein, pour Anthony. Non, non, c'est pour ça. On n'est plus du tout sur. En sachant que lui, quand il descend du vélo sur son Ironman, il a encore un marathon à faire derrière.
Donc on est accessoirement, ouais. plutôt sur, il faut qu'il roule vite, mais il faut aussi qu'il s'économise parce que derrière, il a 42 km à faire. Et ouais, donc du coup, Puis qu'il a déjà nagé 40 minutes avant aussi. c'est ça, c'est ça. Donc du coup, il doit refaire ses stocks de... Parce qu'au final, c'est limite l'endroit où c'est le plus facile de s'alimenter. En natation, on peut pas s'alimenter. En course à pied, c'est différent, mais sur le vélo, c'est l'endroit le plus facile. Et c'est pour ça que tu vois des stratégies aussi, même en triathlon ou Ironman, des mecs qui roulent plus vite que d'autres parce qu'ils savent qu'ils vont compenser avec la natation ou sur la course à pied où derrière ils sont un peu plus de mal. Mm. Et ça, tu modélises et je pense que du coup, c'est encore plus important. Moi, je me souviens, Anthony, quand on avait fait notre test aéro, il avait essayé, par exemple, les manchons aéro coach Tout à sur fait. les mollets pour savoir si, est-ce que pour lui, c'était pertinent de perdre quelques secondes à enfiler les manchons après la natation et est-ce qu'il allait récupérer et gagner du temps sur la partie vélo parce qu'il y a quand même 180 km ou est-ce qu'au final ça valait pas le coup parce que le potentiel gain était trop limité. Et là je me suis dit, ah ouais, bah du coup c'est ça les athlètes de haut niveau qui recherchent à Alors, optimiser jusqu'au bout. ouais, Anthony en particulier est extrêmement bon là-dessus. C'est aussi pour ça qu'on est allé le chercher, hein, parce que, enfin voilà, il est connu pour ça dans le milieu, d'être aérodynamiquement le plus avancé. Et voilà, on sait pas. Et puis il est. Maintenant qu'on le connaît bien, on sait qu'on s'est pas trompé. Ouais, et puis c'est une thématique qu'il aime, il est ingénieur aussi de formation de mémoire, donc Il est docteur en biomécanique. ouais, Donc donc en du fait, coup c'est une ça thématique qui le branche complémente, aussi, quoi. ouais, ça complémente très très bien finalement notre panel de compétences entre les physiciens, les data scientists, et donc lui, il fait tout ce qui est bioméca, et puis forcément entraînement, hein. Donc Ouais, moi je me on, souviens, on- un métronome, hein, il montait sur la piste, il se calait à 40 km/h en quelques secondes sans lui donner d'indication. Il est ultra lisse dans son effort. on- Il est capable de reproduire 10-15 runs sur la journée juste pour tester des conditions différentes et tu te dis, bah, en fait, il a puissance constante et c'est juste bah, le temps au final, tu vois clairement le temps autour. Ça permet de voir s'il a aéro ou non parce qu'au final, il change rien d'autre à part une condition. Il avait siliconé autour de ses pédales speedplay, sur ses chaussures, pardon. Il avait siliconé pour faire, bah voilà, pour simuler un peu l'aéro parce qu'il disait que bah, ça faisait trop la semelle, la cale de la chaussure et la semelle. Donc du coup, il avait siliconé pour faire une petite. Et je me suis dit, Ah bah, ah tu ouais, vois, c'est là où tu comprends que. ce truc-là, j'étais pas au courant, mais ouais. Et c'est là où tu vois, ouais, tu te dis, bon bah oui, l'aéro, il y a des gains à aller chercher partout. Donc si tu fais déjà ta position aéro, tu vas gagner quelques pourcents en changeant ton casque, en ayant une bonne combinaison plus une bonne position, t'optimises ta stratégie, bah au final, sans avoir amélioré, entre guillemets, ton moteur, t'améliores ton temps et donc du coup, t'améliores ton classement. Et quand on voit que tu peux passer de podium à dixième pour 3 ou 4 secondes, ou tu peux rater une médaille olympique, bah au final, c'est quand même quelque chose à pas négliger. Ah bah, on l'a beaucoup vu récemment, avec Stephen Kung, hein, finalement, qui a quand même beaucoup perdu pour très peu. Ouais. Donc il perd la médaille olympique pour 0,5 secondes, il perd les championnats d'Europe en 2022 pour 0,5 secondes. Sur les championnats du monde 2023, il est en avance sur, c'est qui, sur Tobias Foss. Et puis sur 8 km, je crois qu'il perd 10 ou 15 secondes. Ouais, donc au final, tu peux te dire, est-ce que ça peut être la partie aéro qui peut influencer, se dire, bah, au final, il sera encore plus aéro, on aurait optimisé ça, il aurait gratté 4 secondes et il était sûr d'avoir la médaille, ou est-ce que c'est sa gestion de l'effort où il s'est pas planté, mais pas optimal, et du coup, bah, mine de rien, à la fin, il lui manque 2 secondes, et on peut aller les chercher, ou même, au final, ça peut même être un petit coup de frein de trop, ou trop en avance, ce qui fait que tu dois relancer derrière, Ça peut être tout et n'importe quoi. ouais, Mais et derrière, ça veut dire que tu vois, quand on parle de 0,5 secondes sur allez, 50 minutes, on bah parle ouais, de quoi? On parle c'est, de 0,1%, même pas. Et là, nous, quand on parle de gain aérodynamique, on parle de 1,5 sur le casque, de 6% sur la combi, alors sur la gestion d'effort, j'ai pas le chiffre en pourcentage, mais c'est l'équivalent de, je crois que c'est 4-5 watts. ouais, donc mis tout bout à bout, et t'as le facteur chance, on va dire, ce jour-là où tout se passe bien, et T'as ça aussi, oui. t'as Si finalement tu tout sors, s'aligne ne ce serait-ce jour-là. que si physiquement tu es capable de sortir 5 watts de plus que ce que tu pensais faire, bah forcément ça joue aussi, hein. Et ça, vous Mais l'avez regardé, vous, un petit peu? Là, il y avait eu un petit peu
de débat là-dessus sur le fait que les voitures d'équipe, elles avaient tous les vélos sur le toit pour suivre les coureurs en étant Ouais, le on plus l'a proche regardé, possible. ouais. Ouais, on Et l'a regardé, t'as ouais. vraiment des gains? Ouais. Ouais. Ouais, comme quoi Ouais, qu'il y en a c'est certains. c'est 10-15 secondes. Ok, ouais, donc sur un chrono, 10-15 secondes, bah oui, si tu peux passer de 20e à 8e en ayant perdu que 10 au lieu de 25, Voilà, hein, bah, mine de 0,5 rien, secondes, tu vois, elles peuvent être là, hein. mais t'es dans le coup général, quoi. D'ailleurs, je souhaite que l'UCI fasse quelque chose à ce niveau-là parce que c'est quand même dangereux, quoi. Parce que maintenant tout le monde le sait. Donc non seulement tout le monde met les vélos, mais surtout tout le monde s'approche. Ouais, ils font les phénomènes comme ça pour pousser. Ouais, et à un moment donné, ça va mal se passer, quoi. Ouais, t'as toujours le toujours plus, quoi, qui est compliqué. Donc, Bah ouais, voilà, donc, les mecs, ils regardent plus la route pour être aéro. Si tu commences à voir la voiture à 3 mètres pour être plus aéro, ben voilà quoi, tu vois. ouais, ouais, ouais. Donc, au final, là, on a vu, t'as fait le avant en travaillant la position et en faisant les stratégies en prévisionnel. Le jour J, l'athlète met sa stratégie en place. Toi, derrière, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu reprends un peu son effort qu'il a réalisé et tu compares par rapport à ce que toi t'avais prévu et Exactement. t'essayes de comprendre pourquoi ça n'a pas matché. T'échanges avec l'athlète, l'entraîneur pour se dire bon bah voilà, en fait là on a peut-être été trop optimiste. Et du coup, je pense que au final, tu as des algos ou des méthodes de calcul qui sont indépendantes de l'athlète. Ce qui fonctionne avec cet athlète-là, tu pourras pas le faire sur l'autre. Tu auras peut-être des tendances identiques, mais tu es obligé d'individualiser parce que tu sais que celui-là, il est capable de faire ça. Et donc, pour la prochaine fois, tu affines ton modèle à chaque fois. C'est tout le temps en constante évolution. Oui, d'autant plus que, enfin voilà, il y a un certain nombre d'athlètes avec qui on travaille depuis maintenant 2 ans, hein, donc tu as cité Ok, ouais. Audrey, hein, donc là maintenant on commence à pouvoir faire un suivi longitudinal où bah en fait on sait ce qu'elle peut faire euh, et du coup ça nous permet d'aller un petit peu plus loin ou en collaboration avec la fédération, son équipe et son entraîneur. En fait, on prépare les plans plusieurs mois à l'avance. Et du coup, bah, elle sait que elle va avoir, enfin, elle va avoir dans 3 mois 320 watts à faire pendant 5 minutes. Et bah, son entraîneur, il peut lui donner des sessions spécifiques. Ok, ouais, il va calquer l'entraînement sur le prévisionnel pour qu'au final, elle soit Mm. apte à, par exemple, faire tant d'efforts sur tant de minutes, à telle intensité, récupération, pour que le jour J, au final, son organisme et elle est prête à. Et donc, ouais, au final, Travaille la spécificité. on fait pas de one shot. Tu peux pas te dire, bon bah voilà, t'as un athlète qui arrive, les mains dans les poches, bonjour Sébastien, j'ai un chrono la semaine prochaine, quelle stratégie je peux faire, voilà le parcours. Alors si, on peut le faire. Tu peux le faire, mais avec un On le degré fait. avec un degré de précision beaucoup moins. Alors, on peut le faire. On le fait d'ailleurs, hein. On lui dit, bah voilà, ton profil de puissance record, tu me dis que c'est ça sur 40 minutes, donc voici ce qu'il va falloir que tu fasses le jour J. Par contre, ce qu'on fait avec les athlètes qu'on suit depuis un peu plus longtemps, c'est que on est capable, enfin voilà, il y a toute une discussion et une concertation avec l'environnement de l'athlète qui permet de faire le step encore après, Ouais. ou l'entraînement, s'il le souhaite, hein, parce que tous les athlètes ne sont pas forcément focalisés sur le contre-la-montre, hein, mais s'ils le souhaitent, effectivement, sachant les demandes de la compétition, eh ben, ça peut leur permettre de se préparer aux demandes spécifiques de cette compétition. Donc là, il y a évidemment le contre-la-montre des Jeux Olympiques qui est sur les radars de tout le monde. Donc voilà, là, il y a un travail qui est fait à ce niveau-là. Mais ça reste finalement assez rare. Ça peut être le cas pour le championnat de France, c'est le cas évidemment pour les Jeux Oui, pour les Olympiques. grands événements. Mais sur le Tour de France, je pense que les athlètes ils vont plutôt privilégier les stages en altitude que de travailler de faire un travail spécifique sur une zone de puissance qu'ils vont utiliser pendant 5 minutes sur le contre-la-montre. Et est-ce que toi, tu as déjà vu ça en fait bah voilà, t'arrives, tu proposes tes scénarios. Je pense que il faut que l'athlète soit en capacité de se dire bon bah voilà, faut que je fasse ça, ça, ça. Il y a des athlètes avec qui ça peut ne pas matcher, se dire mais non, mais en fait là tu me proposes de découper mon chrono en 22 portions. Ça peut être, tu vois, une certaine Mhm. pas incohérence, mais plutôt bah, pas une incompréhension, mais plutôt ouais, une incompatibilité entre toi, tu vas dire bah voilà, pour faire ta meilleure perf, c'est ça, et lui il va dire mais non, mais moi ça matche pas, c'est pas. Et là c'est Ouais, compliqué en fait. il y en a qui sont pas intéressés. Ouais, non, Ah, c'est.
Bon, alors, on a eu un cas assez intéressant. Au championnat de France où dans la même équipe, il y avait un gars qu'on a coaché et un autre qui est assez connu pour être une tête brûlée, mais qui a un énorme moteur pour le coup. Alors, je me rappelle plus exactement, mais je crois que le gars qu'on a coaché, bon, il est parti assez prudemment, donc il était relativement loin, mais il a amélioré son classement au fur et à mesure de l'épreuve. Et la tête brûlée, je crois qu'il a fini, je crois qu'au premier inter, il était quand même 7ème, et puis il a fini, je sais plus si c'est pas 20e ou 25e, quelque Ouais, chose comme il ça, quoi. explose au vol, quoi. Ouais, voilà. Ah non, mais comme quoi, Mais voilà, c'est sûr, ça correspond pas à la personnalité de tout le monde. Enfin voilà, il faut que, c'est bah, une collaboration. ça vient dans un certain ordre en fait. D'abord, l'athlète, bah, il faut qu'il fasse son entraînement, il fasse son volume. Après, il faut qu'il sache ce que c'est un capteur de puissance, comment s'en servir, etc. Après, il faut qu'il travaille sa position. Et en fait, nous, si tu veux, on vient apporter le dernier pourcent. Ouais, c'est dans Il une faut. démarche d'amélioration du chrono. Mm. Tu vas Mhm. pas faire ton étape, on la fait pas si déjà l'athlète travaille jamais le chrono et ne s'implique pas déjà sur la position. Mm. C'est la finalité. On va jusqu'au bout de la chose et C'est... On vient te rajouter 1%. Enfin, ouais, c'est à peu près ça, hein. C'est un petit peu moins, je on crois. vient te rajouter 0,8, quelque chose 1%, on comme va ça. te réduire 1% par rapport à ton temps final. Ça dépend comment on veut le prendre, ouais. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, on va surtout que là, finalement, tout ce qu'on discute là depuis une dizaine de minutes, c'est comment est-ce qu'on améliore une gestion de l'effort par rapport à une gestion constante. Mais dans la vraie vie, eh ben, il y en a qui explosent. Ok, Et du coup, bah, ta gestion réelle, elle est pire que si tu avais fait une gestion constante. ok, ouais. Donc en fait, on te fait gagner 1% par rapport à une gestion constante et potentiellement on t'évite d'en perdre 1 par rapport à une mauvaise gestion. Et voilà, il y a des athlètes qui ont plus de mal que d'autres à gérer un contre-la-montre. Faut comprendre que ce sujet, en fait, il a été identifié par la Fédération française de cyclisme suite aux Jeux Olympiques de Tokyo, où je ne sais pas si tu te rappelles du parcours, mais pareil, il était assez compliqué, et en particulier sa montée directe. Et les deux athlètes français, aussi bien Juliette Labousse que Rémi Cavagna, bah, ils sont partis un peu fort et ils l'ont quand même pas mal payé après avec des performances qui étaient en deçà de ce qu'ils espéraient, quoi. Ouais, donc au final, ouais, tu vois que la stratégie, elle est quand même importante. Clairement importante. Et est-ce que toi, je te pose une question, je sais pas si tu as la réponse, mais est-ce que tu Mhm. sais s'il y a encore des grosses possibilités de faire évoluer ces stratégies ou dans les années à venir, tu vas dire, ouais, ce qu'on en tient de faire là, c'est que les prémices et on va pouvoir pousser la chose encore plus, On ou y tu penses travaille. que là, t'es déjà bien à un haut niveau et tu te dis, bon, bah voilà, dans tous les cas, il faudrait que tout le matériel qu'on a dans notre environnement soit encore plus précis pour avoir plus de data. De toute façon, c'est ce que En termes tout, de stratégie ou en termes de matériel en général? bah, je pense que c'est un peu une question globale où tu peux te dire, bah oui, ma stratégie, je vais pouvoir l'améliorer parce qu'aujourd'hui, j'aurai des choses qui me permettent de faire des mesures encore plus précises. Alors que là, aujourd'hui, tu vois, je pense que c'est une évolution de tout. On a Ok. des gadgets un peu qui vont arriver un peu pour tout et rien, mais c'est surtout comment on les utilise derrière qui font que Hmm. on va pouvoir encore améliorer. Toi, tu penses qu'on a encore Euh, une marge? oui, je pense qu'on a encore une marge, notamment effectivement sur tout ce qui est contrôle de la position. Parce qu'on se rend compte que il y a des athlètes qui dépensent 2000 euros pour 3 heures de soufflerie pour améliorer leur position. Et en fait, après sur le terrain, tu te rends compte que soit ils la reproduisent pas, Oui, ils la parce tiennent que pas. ils ont pas associé finalement la sensation à la position, soit tout simplement ils y voient rien. Du coup, bah, ils lèvent la tête. Et là, dernièrement, ce qu'on essaie de faire au maximum aux séances de soufflerie auxquelles on est convié avec la Fédération française de cyclisme, c'est de certes améliorer le score soufflerie, j'ai envie de dire, mais surtout, est-ce que l'athlète, il y voit? Et on a passé plus de la moitié de la dernière séance de soufflerie à s'assurer que l'athlète, en fait, voyait suffisamment loin devant. Parce qu'après, quand on regarde les images de la télé, bah, l'athlète, s'il fait comme ça, bah, Ta stratégie, elle a beau être optimale, s'il lève la tête et qu'il
il dégrade son Ta, aéro. ta position théorique a beau être optimale, si en course t'as pas ta position, bah c'est pas utile quoi. Ouais, et même moi j'avais regardé, et je m'étais un peu à m'amuser à regarder les positions de Ghana entre la Mhm. poursuite, et plus le chrono est long, plus il a une position qui est différente. Parce qu'au Ah, final, d'accord. la position de chrono, voilà, il doit être à bloc aéro, de poursuite par exemple, poursuite Mhm. individuelle, Mhm. position, 4 minutes d'effort. En soi, il peut se permettre de tenir sa position, il va pas la dégrader. C'est une position qui est peut-être ultra agressive, il a un score aéro ultra bas. Par contre, s'il fait un chrono de 45-50 minutes, bah, il doit peut-être adapter pour pouvoir tenir cette position, parce qu'au final, si cette position de poursuite, il la tient pas au bout d'un quart d'heure, bah, il va dégrader son aéro. Donc, toi, est-ce que tu vois le degré de la part de confort par rapport à l'aéro? Est-ce que c'est vraiment clairement significatif de se dire, bon, bah voilà, en soi, sur le SCX, je suis plus aussi bas qu'avant, mais à côté de ça, je la tiens 1 heure. Alors que si le mec est super bas en SCX, donc très aéro, mais qu'au bout de 20 minutes, il dégrade sa position, c'est toi c'est vraiment Eh ben, pertinent ou te dire, bah, tu viens de décrire un des projets qu'on a, la quantification de ce phénomène. bah ouais, parce qu'au final, c'est ce que je me dis. Si on fait un mec qui est ultra aéro, tu vois, j'ai déjà vu en étude posturale un mec qui me dit, ouais, position ultra agressive, tu fais, voilà, casque et tout bien posé. Mais je lui dis, je suis quasi sûr qu'au bout de 20 minutes d'effort, si tu travailles pas ta position, t'es déjà pas le mec le plus souple qui est présent dans le peloton, tu fais une position qui est quand même assez agressive. Donc oui, je suis d'accord sur des efforts de 15-20 minutes. Tu vas te permettre de dire, bah voilà, j'ai mal, je suis pas à l'aise, mais dans tous les cas, allez, encore 5 minutes d'effort, j'ai terminé. Par contre, tu pars sur un chrono de 45 minutes et au bout de 20 minutes, tu te poses déjà la question, mais ça va pas. Tu vas chercher à te relâcher, tu vas redresser, tu vas retendre les bras pour récupérer un peu de souplesse au niveau de la nuque, etc. Tu dégrades clairement ta position. Et là, en fait, ton aéro, il est clairement dégradé et t'as tout perdu. Alors que si tu te mets un peu moins aéro dès le départ, je pense que c'est un jeu d'équilibre en fait, mais Et je vais même et t'en rajouter une. En position hyper agressive, t'es sûr qu'il peut développer autant de watts? ouais, ça je sais pas, tu vois, mais oui, je pense qu'il y a certains qui seraient capables parce qu'ils ont travaillé ça et ils sont amenés à le faire, et d'autres qui, bah tu comprimes, ouais, ils ont peut-être la recherche du SCX le plus bas, mais en termes de perf sur le terrain, ils sont peut-être pas capables Et de le je vais tenir. apporter un élément supplémentaire à ton moulin. On a travaillé avec des athlètes jeunes sur ces aspects d'optimisation de la stratégie. Et donc, on leur dit ben, quelle est la puissance normalisée que tu peux tenir sur 30 minutes, par exemple. Donc là, on nous dit, bon, c'est pas, par exemple, 350 watts. Et donc on fait le truc et résultat des courses, ça se passe pas bien du tout. Et il me dit ah mais j'ai pas réussi à le tenir, j'ai fait 320. Je fais ah ouais 320 au lieu de 350. Alors c'était même pas 30 minutes, hein, c'était 20. Qu'est-ce qui se passe quoi? T'es malade, enfin t'es fatigué. Ah ouais mais en fait là la puissance que je t'ai donnée c'était un test en montée. Et on Donc en la revient. montée, t'es sur ton vélo de montagne, t'es bien droit, c'est facile de Le terrain pédaler. influence les Et, watts. et quand t'es sur les prolongateurs comme ça, eh ben, tu fais pas 350, tu fais 320. Et c'est une thématique sur laquelle je peux revenir, comme quoi qu'au final, les watts plats, les watts terrain, les watts sur home trainer, les watts sur vélo de route ou sur vélo de chrono, ok, c'est la même chose, c'est les watts, mais ça implique des différences. Et tu vois, quand on parle de test, par exemple, moi sur la puissance critique, c'est quelque chose que je préconise à chaque fois, tu fais tes tests sur ton terrain d'entraînement. Si par exemple, Hum, moi qui habite en Picardie, je vais au Ventoux pour faire un test 3 et 12 minutes, je vais avoir un terrain en montée que je vais jamais retrouver ici. Donc oui, je pense que sur le plat et dans les montées pour caler mes efforts, bah, je vais devoir m'employer beaucoup plus. Alors que dès que je reviens en montagne, bah, en fait, oui, tu mets 15-20 watts en plus juste parce qu'il hum, y a de la pente. Donc, hum. et donc oui, en soi, même ça, tu as à prendre en compte dans ta stratégie. Donc du coup, l'intérêt d'avoir un profil de puissance record propre à l'activité, mais aussi propre aux conditions dans lesquelles Hum. tu vas t'exercer ou tu vas faire ta compétition. Et tu vois, ce genre de petits détails, ça fait la différence entre un chrono réussi et un chrono où t'exploses à la moitié. Bah ouais, parce qu'au final, oui, tu te bases, tu dis, bah tiens, le chrono, il fait 50 minutes, tu prends ton record que tu as fait dans telle montée, et tu arrives sur un chrono super plat. Et en plus, ton vélo de montée, chrono super plat avec ton vélo de chrono sur lequel, ouais, je pense que oui, du coup, tu surestimes tes capacités, tu arrives à mi-parcours et tu dis, bah tiens, c'est bizarre, je cale.
Voilà. Et juste, voilà, tant qu'on est dans cette discussion-là, est-ce que tu as fait aussi un peu, toi, de la modélisation sur les chronos en montée ou tu vois, sur les cols? Quand toi, Oui, bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile en réalité. c'est C'est plus beaucoup facile plus du coup sur facile, les hein. cols? Ouais, du coup, tu as la part Bah aéro oui, qui est négligeable. c'est beaucoup plus instinctif. Non, ce qui est intéressant sur tout ce qui est monté, alors on peut effectivement faire de la prédiction de temps. Si tu veux monter le Tourmalet, tu me dis combien tu pèses et quelle est ta puissance. Oui, à la minute près, je pense que je saurais te le dire. Mais c'est pas ça qui nous intéresse le plus. En fait, ce qui nous intéresse le plus, c'est quel est le braquet qu'il va te falloir. Ok, ouais. Parce que en fait, la modélisation te donne à chaque seconde quelle est la vitesse, quelle est la puissance, quelle est la cadence. Ok. Et ben, au bout d'un moment, tu vois que si la cadence elle chute en dessous de 70, bah, peut-être que c'est que t'as pas le bon braquet. Et on a fait changer des braquets, bon, presque une fois sur deux en fait, on fait changer le braquet par défaut, hein. Parce que là, je te donne l'exemple de la montée, mais à la limite, ça c'est instinctif, hein. Tu fais une reco, tu dis oula, là ça va pas passer, il faut que je prenne un plus gros derrière. Par contre, là où c'est beaucoup moins instinctif, c'est dans la descente. Parce que Ouais. dans la descente, déjà, tu vas pas la reconnaître à fond, tout simplement parce qu'il y a des voitures. Ouais, t'es pas Et sur route ensuite, fermée. eh ben, si au bout d'un moment tu peux plus pédaler parce que t'as pas assez gros devant, eh ben, tu vas te dire, ok, bon, ben là je peux me reposer un peu. Mais si au lieu de te reposer, t'as le braquet qui te permet de pédaler, tu peux vite gagner 3 secondes et voilà, hein. Ouais, ouais, donc oui. C'est ouais, c'est on va dire, c'est contre-intuitif de se dire, bah en fait, tu peux gagner du temps dans la montée, mais tu peux aussi en perdre beaucoup dans la descente. En sachant que si on sait que le mec est pas un très bon descendeur, mais qu'à côté de ça, dans les parties où il devrait pédaler, il pédale pas parce qu'il a pas un bon braquet, bah Il peut pas, ouais. à la fin, il J'en peut être reviens, très loin. j'en reviens à Kevin Vauquelin en 2022. 2022, championnat d'Europe, c'est une boucle. Le retour, 7 km, faux plat descendant de 1%, vent dans le dos. Bah, Kevin Vauquelin, là, il va à 65. Sauf que bah, avec son braquet qu'il avait, s'il voulait aller à 65, il fallait qu'il fasse du 120 tours minute. Ouais, donc oui, quelques secondes à la rigueur, quelques minutes, oui, sur cette borne, 120 tours minute, au bout d'un Voilà, moment. bah voilà, donc faut mettre plus gros, quoi. Et ça, toi, t'avais regardé un petit peu, par exemple, l'alignement de la chaîne. Tu vois, Absolument. on entend, donc du coup, tu mets plus gros De devant, et nominalement, on essaie de faire en sorte qu'ils utilisent jamais le 11 ou le 10. oui, pour Enfin, éviter d'avoir une chaîne super hmm. vrillée au niveau du derrière. C'est pas grand-chose, c'est 0,3%, mais bon, enfin voilà, quand tu vois Si à on quoi peut ça se l'éviter, ouais. joue. C'est quelque chose qu'on peut éviter assez Pareil, facilement. championnat d'Europe, je crois que Juliette Labousse, elle fait cinquième, je crois que... Non, sixième à 14 centièmes de Kiesenhofer. Donc c'est une cinquième ou une sixième place. Bon, l'impact il est modéré, quoi, mais tu le sais jamais avant. Est-ce que ça va être l'écart entre la cinquième et la sixième, ou entre la première et la Ouais. deuxième, ou entre la Oui, donc troisième et la quatrième, tu vois? puis là, avec les nouveaux Garmin, etc., connectés au groupe Shimano, au groupe SRAM, tu peux savoir le temps passé sur tel pignon, etc. Donc même pour Mm. toi, derrière, avoir ton retour athlète, ouais, t'as de la data un peu dans tous les sens qui te permet de peaufiner les stratégies à venir. Mhm. Voilà. Ouais, Et donc notre job, c'est, c'est de faire ce travail d'analyse et finalement d'en restituer l'information intéressante au coach et à l'athlète, bah, parce que eux n'ont soit pas le temps, soit pas le désir, soit pas les connaissances pour le faire. ouais, mais c'est ultra vaste et en fait, c'est là où c'est ultra intéressant de se dire que t'as une part de l'ingénierie ou de chercheurs en fait qui se penchent sur des sujets pour aller gratter des petites secondes. Et la conclusion, c'est que en fait l'athlète il progresse pas en termes de performance physique, mais en termes de performance, en termes de résultats, oui, il va y avoir de la progression parce qu'il a optimisé un peu les à côté, ce qui englobe la performance globale. C'est Le classement d'une course, c'est le temps, c'est pas les c'est watts. c'est ça, c'est pas forcément le meilleur. C'est celui qui aura optimisé sa gestion de l'effort, sa stratégie, sa position, qui fait que par rapport à son niveau, bah, il est au taquet partout et ce qui lui permet de faire le temps le plus bas possible. Je dirais que il est à 100% de son potentiel. Avec potentiel, en prenant tout en compte du coup dans le potentiel. Potentiel de chrono. Ok. Ouais, donc c'est. Je vais également citer Emmanuel Brunet.
qui dit souvent tu vas pas gagner de médaille parce que tu fais tout ça, mais c'est juste que si tu le fais pas, t'es même pas invité. Ouais, donc oui, ça reflète bien la réalité actuelle de la performance en chrono. Les Anglais ont compris ça 10 ans avant nous, les Hollandais à peu près. On est en train de combler le gap, mais je pense qu'ils ont encore un an ou deux d'avance. Ouais, mais tu te dis déjà, on est quasi comblé le gap en peu de temps, c'est que t'es sûrement dans la bonne direction. En tous les cas, c'est ce que je peux vous souhaiter, d'être On dans la bonne l'espère. direction et pas d'aller dans le mur. Et pas d'aller dans le mur, sinon c'est problématique. Bon, on a déjà bien parlé. Toi, on va essayer de résumer. Et si tu peux donner des conseils ou astuces à quelqu'un qui se met au chrono, qu'est-ce qu'il doit faire en premier pour réduire son temps sur un chrono donné? Toi, si tu as bien des conseils, en fait, tu te dis ça marche à tous les coups. Des choses Bah, simples et basiques. avoir un vélo de chrono. Ouais. C'est peut-être idiot, mais voilà, voilà. Ensuite, progressivement, se concentrer sur être le plus couché possible sur sa position. Ensuite, travailler cette position, parce que donc on a parlé des écarts de watts entre la position de montée et la position de chrono. Bah, enfin, tu peux vite gagner 10-20 watts spécifiquement en position de chrono. Une fois que ça c'est fait, le casque, hein, fondamental. Si possible, en tester plusieurs. L'étape d'après, c'est la combi. C'est l'étape d'après parce que c'est plus cher Ouais, puis on est que par peut-être. rapport à un casque, hein. Puis dans les clubs, souvent c'est les clubs qui fournissent la combi, donc Oui, mais après, je veux dire, aujourd'hui, t'en refais une sur mesure. tu peux, enfin voilà, tu peux en faire une sur mesure aux couleurs du club. Hmm. Bon, ça coûte 500 euros. Ouais, C'est mais un pour prix. celui qui c'est sa pratique, au final, 500 euros, c'est quoi comparé à des galets céramiques? C'est quasi sur le même prix pour des gains qui peuvent être plus importants avec la combi. Ouais, c'est juste. Donc, C'est juste. à la place d'acheter la dernière paire de lunettes au clat 300 euros, tu mets 200 euros de plus et t'as ta combi qui te fera Tu gagner gagnes plus de temps que la potentiellement paire de lunettes. 6%. Donc, ratio gain euro dépensé, le choix est vite fait. Ouais. Et puis une fois que tu en es là, bah, bien te construire ton profil de puissance record, en position, évidemment. Et une fois que tu es là, tu peux commencer à regarder optimisation de la stratégie. Ouais, donc déjà, avant tout ça, il y a quand même un peu de boulot à de la mise en place de profils Ouais. de puissance record. Même là, tu vois, je pense qu'il y a quand même des différences entre l'athlète qui va rouler avec son vélo de chrono, mais des roues d'entraînement, tu passes à une roue pleine derrière et roue à bâton devant. Oui, oui, oui. J'ai pas parlé Tu des vois. roues, mais oui. Mais oui, je voulais pas Justement, rentrer dans plein de ça détails. fait partie du vélo de chrono. Oui, Mais le vélo de chrono de là, base. on est encore sur une gamme de prix qui est différente. Ça, c'est contre-intuitif, mais pour moi, les roues, ça vient après la combi, en fait. Ouais, ton gain est plus important avec une bonne combi qu'une paire de roues. Ouais, je pense que sur une combi, tu dois avoir 1,5, 2 km/h peut-être. Et sur des roues, t'as ouais, un petit peu plus de 1. Ouais. Ouais, en sachant que les roues, en plus, on peut englober le type de pneu que tu mets dessus. Est-ce que tu mets tubeless, est-ce que tu mets chambre à air? Voilà, les Alors roues, il y a plusieurs paramètres pour les ouais, modifier. le pneu est très important aussi. Il faut vraiment des pneus de compétition. Là, tu peux vite perdre 10 watts là-dessus, hein. Ouais, ça, j'avais lu pas mal de choses, pas mal d'articles où au final tu te rends compte qu'il y a des pneus qui sont super chers mais qui sont pas forcément le meilleur rendement et d'autres, à côté de ça, tu as la résistance à la crevaison, voilà, tu as plein de choses comme les chaînes, la lubrification, tout ça c'est des petits paramètres gains marginaux, mais oui, tu te rends compte que bah, si tu mets tout bout à bout des choses simples, par exemple d'arrêter de mettre du WD-40 sur sa chaîne. Parce que Par exemple. plus d'un cycliste sur deux, je pense, à la bombe de WD-40 dans le garage, et bah ma chaîne, faut que je la lubrifie, un coup de WD-40 et c'est parti. Sauf qu'au final, tu te rends compte que c'est un des, pas des pires lubrifiants du marché, mais il y a de quoi faire mieux pour un coût quasi identique qu'une bombe de Après, je pense que WD-40. c'est Hein. mieux d'en mettre que de pas en mettre. C'est sûr. C'est sûr que d'avoir une chaîne pas du tout lubrifiée qui couine déjà et qui est pas fluide. Même pareil, j'avais lu,
souvent, en fait, on remet de l'huile ou on remet de la graisse, l'huile, paraffine, de la cire, mais tu dégraisses jamais avant. Donc, du coup, en fait, ta chaîne, elle est pleine d'impuretés. Au final, il faut prendre le temps de bien la nettoyer pour bien la relubrifier ensuite pour qu'elle retrouve ses qualités. Donc, ouais, il y a du boulot à faire. Il y a aussi comme tu disais dès le début, des on-dit dans le monde du vélo qu'il faut pas casser, mais qu'il faut tout doucement démonter Faut analyser. et expliquer le pourquoi du comment on ne fait plus ça et qu'est-ce qui nous amène à faire ça aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit mettre en place et qu'on Mm. n'a pas fini d'essayer de Après, répondre. c'est intéressant parce que moi, venant du monde du triathlon, il n'y a pas cette même, ça s'accroche, c'est pas tout à fait la même philosophie où le triathlète, au contraire, va être entre guillemets un peu le geek qui va s'intéresser à Ouais, tout ce qui est ouais, ça j'ai nouveau. remarqué, ouais. Mais après, le Bon. triathlon est quand même assez nouveau, je crois. De mémoire, il y a encore 20-25 ans, les mecs faisaient du vélo en slip et voilà, c'était ça. Aujourd'hui, quand tu vois comment ils sont équipés, quand tu vois les Norvégiens, le matos, etc., la partie recherche et tout, tu dis oui, ok. Mais il y a 20 Mhm. ans, les mecs étaient en slip. Mais ils étaient en slip, pourquoi? Parce qu'ils savaient pas que avoir une combi était plus aéro que être nu. Donc le paradigme était, eh ben, je perds pas de temps à me changer. Ouais. Et ouais, alors que nous, au final, Et bah, on a des combis maillots, bah pourquoi tu m'embêtes à vouloir prendre une autre combi? Parce que j'ai déjà celle-ci et c'est très bien, je suis confort dedans. je Et ouais. sais. Et ben je pense que ça fait une belle conclusion. Conclusion philosophique du Mhm. monde du cyclisme actuel. T'inquiète, hein, c'est la même chose dans le monde de l'entraînement. T'as toujours des on dit ou on a fait. On ne sait pas de justifier le pourquoi du comment, mais bah fais ça. Parce que machin, fais comme ça et ça marche. Et ouais, c'est. Moi, c'est ce que je dis en fait. Hein, j'ai l'impression qu'on est tout le temps dans la justification. On me demande pareil la dernière, qu'est-ce que tu peux m'expliquer les nouvelles méthodes d'entraînement? Non, c'est pas des nouvelles méthodes. Il n'y a pas de nouvelles méthodes. On a les mêmes connaissances de base qu'il y a 20 ans, sauf qu'on a eu des nouveaux outils qui permettent de mieux comprendre, appréhender la physiologie, le monde de l'entraînement, ce qui fait que on personnalise un peu plus. Il y a 20 ans, on personnalisait moins, c'était d'aller rouler, il fallait rouler. Si t'as pas mal aux jambes, t'as pas. Non, aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Mais en soi, pour progresser, il faut quand même, dans tous les cas, rouler, s'entraîner. Il n'y a pas de gars qui s'entraînent pas qui progressent. Donc, Non, j'en connais pas. moi non plus. Ou s'ils progressent, c'est que il y a usage de choses qui sont interdites en compétition. Donc, c'est pas forcément le but non plus. Et donc, du coup, toi, Sébastien, on peut te retrouver sur les réseaux, sur LinkedIn, je pense. Alors, essentiellement sur LinkedIn, oui. Ouais, si quelqu'un a une question à te poser bien particulière. Sinon, vous pouvez me contacter par mail, hein, sébastien.ricciardi@alten.com. Ça, Et, ou LinkedIn, effectivement, et moi, du coup, c'est les dans la moyens les description, plus. je vais mettre une vidéo là d'Alten sur la partie innovation qui résume assez bien ce que vous faites, etc. Donc, au moins, ça Mm. permettra de renvoyer vers cette vidéo. Très bien. Eh ben, je te remercie de ton temps passé, Mm. en sachant Merci, qu'on a essayé Maxime. de condenser un format assez court, parce que je te connais et je sais que tu es capable de me faire un podcast de plusieurs heures, en sachant que là, tu t'es limité, tu n'as même pas fait de présentation PowerPoint. Donc, Non, non, je me suis limité. mais donc oui, s'il y a des personnes qui sont intéressées, on pourrait réapprofondir en mettant des choses un peu plus en place avec la partie présentation PowerPoint. Ok. Je te Eh remercie. ben, Salut merci, Seb. merci Maxime, hein, et bon entraînement et bonne optimisation aérodynamique et de stratégie à tous vos auditeurs. Eh ben, il y a du boulot. Au revoir.